Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence développer et financer les communs informationnels, voilà, dans une approche synergique. Voilà. Donc en fait, on a ce projet, il a le projet Place Libre, il a en fait débuté il n'y a pas très longtemps, en janvier. On s'est posé cette question-là du développement open source de projets. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent partager leur projet au monde et l'offrir au monde. Et on s'est posé cette question-là en fait du financement et de la rétribution de cette activité-là, donc de projets open source. Voilà, donc je nous présente. Donc en fait, on est deux. Je vais partager, je vais mettre en diaporama, ce sera mieux. Voilà. Voilà, donc là, vous devriez voir l'écran. Voilà. Donc le projet s'appelle Place Libre. Donc c'est l'open source synergique et rétribué. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là, l'aspect collaboratif et aspect rétribution, c'est-à-dire on cherche en fait à faire en sorte que l'activité de développement du libre et de l'open source puisse être payée en fonction, enfin rétribuée en termes monétaires pour chaque contributeur, ce qui nous paraît être important aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous présente Yann qui est à mes côtés. Yann, tu es là? Oui, oui, je suis là. Donc, j'ai si bien compris, quand je parle, on me voit, c'est ça? Alors, bonjour à tous. Voilà. Bienvenue Yann. Donc moi c'est Timothée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'application là et on va vous faire la présentation. Ça va durer à peu près une demi-heure et ensuite on aura le temps ensemble de répondre pour répondre à vos questions. Voilà. Voilà, donc Place Libre, c'est voué être un collectif. Pour l'instant, nous sommes deux. On est en phase, on va dire, de modélisation et on va bientôt ouvrir la gouvernance à d'autres personnes. Mais voilà, donc au menu du jour, donc 5 points. On va donc faire une introduction à l'économie de la contribution. Ensuite, on ira voir les racines du projet et le positionnement du projet dans son écosystème. Ensuite, on ira un peu plus dans le cœur du projet, c'est-à-dire le processus qu'on souhaite proposer, les idées qu'on a développées et qu'on souhaite partager maintenant avec l'ensemble des contributeurs qui s'intéresseraient au projet. Et puis, on vous présenterait aussi une maquette design qui permet de montrer en fait ce que nous proposons, c'est-à-dire que Place Libre est à la fois une méthodologie pour développer des projets, pour financer des projets, mais ce sera aussi, c'est aussi un software. Voilà, donc on a une maquette à vous présenter. Et puis, en dernier point, on verra les prochains pas de ce projet-là. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'économie de la contribution? Donc ici, on a un exemple, quelques exemples de services ou de produits. Par exemple, dans le domaine du software, on peut mettre un petit peu en comparaison Windows et Linux. Donc Windows, c'est une technologie qui est propriétaire. On n'a pas accès au code. On peut pas effectivement le vendre à la place de Windows. Alors que Linux est une technologie qui est à la fois open source, donc on a accès au code, et il est aussi copyleft. Donc ça veut dire qu'il est accessible, on peut en faire ce qu'on veut. Chacun peut exploiter la technologie, même la commercialiser si on le souhaite. Notre exemple, l'exemple Zoom, on utilise Zoom, voilà, ça marche bien, mais il y a aussi Jitsi qui marche très bien.
qui est en libre. Effectivement, là, nous, on utilise Zoom parce qu'il y a cette fonctionnalité, des fonctionnalités qu'on n'a pas sur Jitsi. Mais l'idée, c'est quand même voilà, à terme, d'avoir des services open source qui soient aussi performants que d'autres outils. Google Drive, qu'on peut comparer à Nextcloud, qui est aussi une solution donc open source très performante. Voilà, ça c'est dans le software. On a aussi dans le hardware, il y a quelques exemples. Il y a moins d'exemples, mais voilà, il y a un petit écho. Ouais. Il y a moins d'exemples, mais la vision, en fait, c'est d'avoir, pour tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise, de l'électroménager, même pourquoi pas concevoir des voitures open source, même des avions open source. Tout ça, c'est une vision que nous, on partage. Et donc là, il y a des exemples. Donc, il y a par exemple l'imprimante 3D Prusa, qui est en licence libre. Il y a l'OS Beehives, qui est on va dire, une solution pour les apiculteurs, donc qui en fait offre ces modèles 3D aux apiculteurs pour qu'ils puissent construire comment ça s'appelle, leur niche à abeilles, quoi. Voilà. Peugeot, on pourrait, donc c'est une propriété, c'est une marque propriétaire, et on pourrait très bien imaginer de construire une voiture, par exemple à hydrogène ou autre, qui soit en libre. Le Fairphone, effectivement, il est plus durable d'un point de vue production, mais ça reste une solution propriétaire. On a aussi des bases de données, donc par l'exemple Wikipédia, l'exemple d'Open Data du CERN. Et puis, dans le domaine de la connaissance, l'UDN a produit aussi des communs en libre. Et on peut aussi noter, il y aura aussi des communs qui pourraient être faits dans le domaine de l'art. Voilà, donc quelques exemples pour vous donner un petit peu l'idée du projet et montrer en fait qu'on est aussi bien dans le software, dans le hardware que dans la connaissance de la base de données. Voilà, donc qu'est-ce que l'économie de la contribution? Alors en fait, Lionel Lourdin l'a très bien mis en lumière, l'a très bien théorisé. En fait, l'économie de la contribution, c'est un modèle assez innovant qui en fait retranscrit ce que c'est que le logiciel libre, par exemple. Donc, on a d'un côté le copyleft. Le copyleft, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a une création de communs informationnels, par exemple un software. Donc là, on a un exemple Linux. Alors, je regarde, il y a des messages, je regarde en même temps. Ouais, ok, il y a des gens qui commentent, super. Donc, on a le copyleft, c'est-à-dire que Linux a été développé par une communauté de développeurs. Donc, c'est un cœur technologique qui a été mis à disposition de la communauté du monde. Donc, il n'y a pas de valeur directement marchande de cette technologie. On peut la modifier, on peut la partager, on peut même la commercialiser. Et puis, d'un autre côté, on a le copyright. Donc là, en fait, c'est la création de services rémunérateurs donc ce sont des entreprises, par exemple, ou des coopératives, ou toutes sortes de sociétés qui vont venir faire deux choses. Ils vont venir exploiter commercialement le cœur technologique, donc par exemple le code de Linux, et proposer des services. Donc ça va être par exemple de la maintenance, ça va être de la vente de copies du logiciel, ça va être de l'ingénierie, etc., etc. Donc là, je donne trois exemples d'entreprises qui exploitent le cœur technologique de Linux, donc Ubuntu, Red Hat et Debian. Donc il y en a, je ne sais pas, il doit y en avoir peut-être une centaine, j'imagine. Et là, j'en expose une dizaine.
Voilà, donc c'est pour illustrer en fait ce que c'est que l'économie de la contribution. C'est à la fois un cœur technologique qui va être développé dans le cadre d'un consortium, par exemple, donc avec des contributeurs, des sponsors financiers, et qui vont ensemble travailler pour développer un cœur technologique qui va appartenir à tout le monde. Donc on est un petit peu dans l'inverse de la logique de brevet. Voilà. Et puis par contre, d'un autre côté, on a cette logique de création de services. Alors, on peut aussi appliquer, alors, voilà. On peut aussi appliquer ce principe-là au projet Place Libre lui-même. Donc, nous, on est dans la même démarche, c'est-à-dire que on est en train de créer un projet qui s'appelle Place Libre, qui va être le développement d'un code, d'une technologie de collaboration et de financement. Donc, pour aider en fait les projets, les porteurs de projets à former une équipe, à trouver des clients sponsors et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Place Libre projet. Et d'un autre côté, on réfléchit aussi au futur, une fois que la technologie, le software sera développé, on pourra, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on souhaite que la technologie soit utilisée. On est en train de réfléchir aussi au modèle économique, au design économique de l'exploitation de ce cœur technologique. Donc, on l'appelle place libre service. Je vais essayer, voilà, le pointeur, donc il est là, vous devriez le voir. Donc, place libre service. Sachant que dans le projet ici, il y aura un consortium, donc il y aura aussi toutes sortes d'acteurs. Il y aura des gens qui vont vouloir simplement utiliser le software. Par exemple, une fondation peut très bien utiliser le software pour promouvoir ses projets et gérer ses projets. Il peut y avoir aussi des gens qui vont vouloir faire de la maintenance de software. Il peut y avoir des gens qui vont vouloir faire de l'engineering sur le software. Et on a ici toutes sortes d'entreprises qui vont, ce qu'on appelle des net-up. Donc, ce ne sont pas des startups, ce sont des net-up, c'est-à-dire que c'est un réseau de jeunes pousses qui vont venir se greffer autour de ce cœur technologique. Voilà, donc on en a, par exemple, j'en ai mis 4, mais il peut y en avoir une dizaine qui s'organisent autour, un petit peu comme un écosystème s'organise autour d'un cœur technologique. L'avantage étant que finalement, vu qu'on est en licence copyleft fort, si une personne exploite la technologie et l'améliore, tout le monde va pouvoir profiter de cette amélioration-là. Donc ça, c'est important de le dire. Parce qu'en fait, ça permet, en fait, c'est comme dans l'exemple de Linux. Linux, il a pu évoluer dans le temps de manière organique et drastique parce que, en fait, les améliorations ont été publiées en copyleft fort. Voilà, donc je laisse la parole à Yann qui va maintenant vous présenter plus dans le détail les racines du projet. Oui, alors j'espère juste que j'aurai une connexion qui va tenir parce qu'elle est un peu instable. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide. Donc, en l'occurrence, ce qu'on appelle racine, en fait, c'est ce qui définit l'identité quelque part. Donc, quelque part, notre intention, comme elle est notée sur l'écran, c'est d'offrir un cadre simple et robuste pour développer et financer des projets communs informationnels en phase d'émergence. Et sur cette base, en fait, on a utilisé la méthodologie de DILT pour mieux cadrer notre identité. C'est une méthodologie qu'on va proposer a priori pour tous les projets qui seront hébergés par les fondations, etc., et qui utiliseront la technologie Place Libre comme outil de synergie. Donc, en l'occurrence, la vision de notre projet, c'est-à-dire le type de monde auquel on voudrait contribuer à travers ce projet, c'est un monde dans lequel il y a une abondance de création de communs informationnels qui servent à la fois l'épanouissement humain et la régénération de la planète.
Et par commun informationnel, donc ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, on a présenté pas mal de choses au niveau des codes. On a parlé de l'UDN. Ils ont des contenus plutôt de type pédagogique ou méthodologique. Ça peut aussi être des données scientifiques, ça peut être des plans, ça peut être aussi ouais, voilà, toutes sortes de choses, même artistiques, qui sont de l'information simplement et qui peuvent enrichir le bien commun. Ensuite, notre mission, c'est-à-dire comment nous, on se voit contribuer à ce monde auquel on aspire, c'est en apportant justement une solution à la fois méthodologique et un outil qui incarne cette méthodologie sous la forme d'une plateforme aux fondations, aux institutions publiques, aux tiers-lieux, aux incubateurs, ce genre de choses, pour soutenir la réalisation de communs informationnels. Et ce qui est important, c'est qu'on veut le soutenir dans… Oui, on vient de perdre Yann, je crois. Yann, tu es toujours là? Alors, est-ce que je prends le relais? Est-ce que vous m'entendez déjà? Ok. Alors, bah, je vais prendre le relais du coup. Ok. Donc, on était sur, voilà, sur la mission de Place Libre. Donc, la mission, c'est apporter une solution méthodologique et un outil, donc une plateforme, aux fondations, aux institutions et tiers-lieux pour soutenir dans toutes les phases la réalisation de communs informationnels. Donc, on verra ce que ça veut dire toutes les phases. L'ambition du projet, en fait, il y en a deux. C'est être devenu un vecteur influent de transformation de l'économie pour la faire du coup basculer vers une approche de collaboration ouverte au service d'initiatives éthiques et humanistes. Donc voilà, on est focalisé sur des initiatives éthiques et humanistes. La deuxième ambition, c'est d'apporter une brique manquante susceptible d'aider grandement à l'émergence d'une société collaborative et d'une civilisation compassionnelle. Donc Yann, quand il reviendra, pourra nous parler également le lien qu'il y a avec le projet Joyaume. Et puis la troisième ambition, ce qu'on aimerait bien atteindre, c'est avoir en tant que projet open source, avoir contribué à faire émerger 1000 projets régénératifs d'ici 2030. Voilà. Voilà. Donc, je regarde si Yann est… Non, Yann, il a quitté. Je pense qu'il va se reconnecter. Alors, il a donné… Ouais, ok. Salut Timothée. Ouais, alors tu es en plein dans la… T'es en plein dans la… Dans la, dans la dans la- conférence, là. Et par contre, tu as pris le lien de Yann. Donc, du coup, on a l'impression que tu es Yann et que tu es le conférencier. Donc, il y a un Ah oui, petit… dis donc. Oh là là, je suis désolé. Bon, écoute, sors-moi de là, je sais pas comment faire. Attends, je te sors de là. Ouais. Je suis un polytechnicien, je suis Yann Epron. Voilà. Ok, désolé pour ce problème technique. On apprend nous aussi. Voilà. Alors, donc, on va avancer dans la présentation. Donc, on a ici, en fait, finalement, le principe général qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc, on a au centre le projet. Donc, mettons par exemple, il y a un porteur de projet qui arrive et il souhaite donc
faire appel à des contributeurs et faire appel à des clients sponsors, des mécènes qui vont, eux, donc, apporter leur financement. Donc, on a une fondation XYZ, voilà, ou un tiers-lieu ou une institution qui va venir utiliser donc le software, l'implémenter, avoir une instance du software sur son serveur, par exemple. Le projet va être hébergé par cette fondation. On va avoir des contributeurs qui vont apporter à la fois leurs idées, leur temps de développement, et puis d'un autre côté, des clients sponsors qui vont apporter leurs ressources financières. Donc, on va voir comment ça va pouvoir se concrétiser. Une fois que ce projet est réalisé, en fait, il y a la création, donc comme j'ai dit, d'un cœur technologique. Donc, par exemple, dans le cas d'un software, c'est du code. Et on a autour un réseau de startups, donc on appelle NetUp, qui vont s'organiser autour du cœur technologique. Voilà. Donc en fait, je fais la partie de Yann. Donc, je vais essayer de bien gérer sa partie. Yann, il n'est toujours pas revenu. Donc, il doit avoir un problème de connexion. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Donc, désolé pour ça. Alors, donc, les propositions de valeur, en fait, il y a différents acteurs. Donc, il y a d'un côté les structures hôtes, donc hôtesses, dans le sens, c'est eux qui vont accueillir les projets. Donc, ça peut être des fondations, ça peut être des institutions, des tiers-lieux, des incubateurs qui vont donc accueillir ces projets open source. Donc, la proposition de valeur des fondations, enfin, pour les fondations et institutions, c'est plusieurs choses. C'est la constitution d'un écosystème intégré de projets et de filières robustes par la gouvernance ouverte et partagée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un écosystème qui va pouvoir être créé autour d'un projet commun. Une professionnalisation, un cadre méthodologique garant de projets sérieux aux yeux des mécènes. Troisième point, une mobilisation en facilitant et encourageant une collaboration ouverte et participative à la sélection et à la réalisation des projets. Quatrième point, un financement mixte. Cinquième point, un suivi granulaire des projets grâce à la transparence et la traçabilité par la possibilité d'une participation directe à la gouvernance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une gouvernance et on verra ensuite sur le modèle de gouvernance qu'on propose, qui est un petit peu particulier, mais qui permettent en fait d'avoir un modèle collaboratif qui soit à la fois simple et robuste. Voilà. Bon, il y a d'autres points, mais Yann s'était préparé à ce truc-là, donc je vais passer. Au niveau des porteurs de projets, donc peut-être qu'il y a parmi vous des porteurs de projets. Donc, en quoi est-ce que cette plateforme, cette technologie va vous servir? Alors, il y a 4 points. Premier point, c'est accéder à un vivier de contributeurs potentiels pertinents. Donc, effectivement, quand vous arrivez sur la plateforme, vous allez pouvoir mettre en valeur votre projet, publier votre business plan et fédérer autour de vous des contributeurs. Ensuite, c'est faciliter le financement de votre projet et d'accéder à une rémunération. Donc, ça veut dire que vous êtes porteur de projet d'un projet open source. Dans un cadre habituel, quand vous faites un projet en libre, la plupart du temps, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, c'est vraiment du bénévolat.
Là, on propose un cadre où chaque contribution va pouvoir être rémunérée. Une autogestion fluide et robuste de leur projet, une intégration de votre projet dans les écosystèmes synergiques. Yann a donné le lien à tout le monde, ce qui est une très mauvaise idée. Donc, voilà. Donc, je vais faire la même remarque à Alexander qui vient de prendre la place de Yann Epperon en tant que conférencier. Bravo Alexander, je te félicite. Mais tu as volé le lien de Yann. Voilà. Bon, désolé pour ce point technique. Bon. Alors, au niveau des sponsors, il y a plusieurs avantages. Il y en a qui ont levé la main. C'est pas grave. Salut Alexander. Bon, ben voilà. Bon, l'ambiance est pas mal. On me dit que c'est pas grave. Donc, bon, voilà. Merci à tous. Alors, au niveau des sponsors, ça va. Donc, il y a plusieurs aussi propositions de valeur. La première, ça va être. Donc, par exemple, si moi je suis un industriel et que je souhaite participer à ce projet-là, ça va me permettre de me positionner à la pointe de développement technologique tirant parti d'un vivier exponentiel de passionnés éthiques et humanistes. Donc ça, c'est, on va dire, les jeunes générations d'aujourd'hui sont aujourd'hui de plus en plus attirées par ce secteur-là, le secteur du libre. Donc pour les sponsors qui, eux, on les finances, ça leur permet d'accéder à ces personnes-là. Ça va permettre aussi de mutualiser les coûts de développement. Donc, par exemple, si une technologie coûte, par exemple, 10 millions d'euros à développer et qu'on est, par exemple, il y a 20 financeurs, bon, bah, ça revient plutôt à 500 000 euros plutôt que 10 millions. Voilà. On n'est pas forcément sur que des projets de 10 millions d'euros. Hein. Faut pas non plus. Voilà. Mais l'ambition, c'est quand même de pouvoir générer des projets vraiment dans tous les secteurs de la vie. Donc, même à vision long terme, c'est pouvoir aussi développer des voitures open source. Voilà. C'est quand même ça la vision. Donc, développer une voiture open source, c'est pas 10 millions, mais c'est peut-être 100 ou 200 millions, j'en sais rien. Mais voilà. Pour les sponsors, troisième point, ça va être aussi de participer à la gouvernance. Donc, gouvernance des projets en équivalence avec les contributeurs. Donc, ça, c'est important de le dire. Et puis, dernier point, je ne liste pas tout parce que sinon, ça va être trop long. C'est de promouvoir leur marque par une visibilité sur la plateforme. Donc, voilà, donc leur marque sera visible. Voilà, donc au niveau des sponsors, c'est ça. Et puis, au niveau des contributeurs, on a aussi des propositions de valeur. Donc, ça va être par exemple accéder à une liste de projets et un marché de tâches pour un engagement à la carte. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très flexible. Il y a un marché de tâches, donc il y a des tâches qui sont proposées. Par exemple, si je suis designer UX ou développeur web, je vois qu'il y a une tâche, je vois à peu près le cadre de la rétribution, ça peut m'intéresser, c'est dans du libre, c'est dans un cadre de gouvernance partagée, etc. Donc, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça permet d'accéder à une rémunération dans le cadre du libre, ce qui aujourd'hui est extrêmement difficile. Voilà. Je vais passer à la partie suivante. Hop, voilà. Donc, le processus intégral place libre. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 4 espaces.
Donc, vous arrivez avec, vous êtes par exemple porteur de projet, vous arrivez avec votre idée. Donc, ça peut être une intuition, ça peut être quelque chose déjà de mature, de plus ou moins mature. Vous avez peut-être une preuve de concept ou pas. Bon. Vous arrivez dans l'espace émergence. Donc, l'espace émergence, pour l'instant, c'est ce qu'on a matérialisé par un groupe Facebook. C'est un espace où en fait on est appelé à côtoyer des personnes, à prendre la température, à présenter ses idées, à commencer à réfléchir un petit peu au business plan dans les grandes lignes, c'est-à-dire c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que le projet va faire, c'est quoi l'ambition du projet, c'est quoi le rôle du projet. C'est quoi les objectifs du projet, c'est quoi la stratégie du projet, avec qui j'ai envie de le faire, comment on va s'organiser, quelle gouvernance je veux, etc., etc. Donc, toutes ces questions-là qui forment une première ébauche du business plan. Une fois qu'on a les idées déjà assez claires et qu'il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui se sont mis ensemble, pour passer à l'étape d'après, on passe dans l'espace chrysalide. Donc, chrysalide, en fait, c'est faire passer un projet de l'état on va dire, d'une chenille à un papillon, dans le but qu'il puisse ensuite voler et se développer. Donc, on va dire, c'est l'espace le plus décisif parce que c'est là où les choses où la mayonnaise va prendre, en fait. Qu'est-ce que j'entends par là en fait? Parce que c'est-à-dire que vous avez une idée, mais vous n'avez pas encore le financement, vous n'avez pas encore fait l'analyse de l'écosystème, vous n'avez pas encore les partenaires, vous n'avez pas encore tous les contributeurs, il vous manque encore beaucoup de choses. Donc dans cet espace-là, en fait, on va mettre en place un consortium qui va dont le délivrable, ce consortium va donc travailler sur un business plan complet du projet et du design économique pour la phase NetUp, donc la phase service. Je vais essayer d'être plus clair. Si je prends un exemple, par exemple, je veux développer un système comme Linux, par exemple. J'ai peut-être l'idée, la structure du programme, etc., mais je n'ai pas encore le financement. Donc, je vais aller taper à la porte de peut-être d'industriels, d'utilisateurs, d'entreprises qui vont mettre en place la solution, différents acteurs dans l'écosystème. On va se réunir autour d'une table et on va discuter de comment on souhaite développer ce commun informationnel, cette technologie. Donc voilà, donc ça c'est Chrysalide. Actuellement, on a déjà des projets qui sont dans cet espace-là et donc qui sont déjà en recherche de cette mayonnaise à faire avant de passer en développement. Donc avant de passer en phase développement, il faut forcément avoir le financement. De financement, ça peut être, on va dire, ça peut aller de 50 000 ou 100 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros, par exemple. C'est un petit peu dans cette branche-là qu'on se place, qu'on se positionne. Et développement, ça veut dire réalisation. Donc ça, c'est plutôt classique. Donc c'est du développement de projet. Par contre, la spécificité en fait de l'approche que nous on prône en fait, c'est qu'on est en gouvernance partagée d'une part, on est en gouvernance ouverte. Donc là, on va voir juste après ce que ça veut dire gouvernance ouverte. Et puis on est surtout dans un système où on a ce budget global qu'on souhaite répartir entre différentes personnes qui vont effectuer des tâches. Donc là, on a réfléchi à une solution
pour justement avoir cette rétribution, sans qu'il y ait forcément une personne, un chef, qui va dire bon bah tu fais telle tâche et pour telle tâche tu vas avoir telle somme. Hein. Donc c'est une décision qui est à la fois décentralisée et souveraine. Voilà. Une fois que le projet est donc développé, Place Libre en fait propose un cadre pour passer en phase NetUp. Donc NetUp, c'est la dernière phase, c'est exploiter une exploitation du cœur technologique. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et donc Place Libre aussi aura dans ses outils une méthodologie pour justement aller vers cette phase de construction de services. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la structure de gouvernance d'un projet. Donc ça, c'était la partie de Yann. Donc pareil, là, je vais essayer de suivre un petit peu, mais bon, je pense que ça va le faire aussi. Donc la structure de gouvernance, il y a déjà quatre niveaux d'engagement. Le premier niveau, et il n'apparaît pas à l'écran, mais ce sont les visiteurs. Donc quand quelqu'un arrive sur la plateforme, il a accès à quasiment toutes les informations. Je vois Yann qui vient d'arriver. Est-ce que Yann, tu as envie de prendre le relais sur cette partie gouvernance? Je viens juste de commencer là. Ouais, ok, ouais. Donc j'ai une Ça te va? grosse pause, désolé. Ouais, Donc on est à regarde peu près là. remplaçable, que personne n'est remplaçable. En termes de gouvernance, en fait, notre approche, ce qu'elle propose, c'est une gouvernance ouverte et partagée. Le but, c'est vraiment de faciliter une collaboration ouverte au sein de la communauté pour créer des synergies entre les différents projets. Donc déjà, il y a une logique de transparence, c'est-à-dire que par exemple, toutes les personnes qui sont simplement membres, qui sont inscrits auprès de la structure, donc la fondation par exemple, comme contributeurs, enfin comme faisant partie de cette communauté, ont accès en fait à toutes les informations du projet concernant les tâches, concernant les budgets, qui fait quoi, les rôles, les jobs, etc. Ce qui permet en fait de voir aussi où sont les possibilités éventuellement d'apporter quelque chose, ou alors de mieux comprendre le projet et ses défis et de proposer un autre projet qui pourrait entrer en synergie avec celui-là. Puisqu'on n'est pas dans une logique de concurrence, mais plutôt dans une logique de complémentarité, puisqu'on est dans la production de façon de commun. Donc, on peut rentrer comme simple commentateur, c'est le niveau le plus externe en fait de ce qui était représenté sur cette diapo, ou alors comme contributeur, par exemple ponctuel ou comme externe, ce qu'on a appelé les butineurs, qui eux ont en plus un accès en fait aux espaces de délibération. Donc, ils peuvent apporter des propositions ou alors émettre des objections. Par contre, ils n'ont pas en fait le droit de décider. Ça, c'est réservé à ce qu'on a appelé les jardiniers, un petit peu dans l'esprit aussi de l'UDN. Donc, les jardiniers sont ceux qui sont les co-porteurs de projets en posture d'équivalence et qui prennent les décisions par consentement. Et donc, parmi ces jardiniers, il y a des contributeurs en travail, mais aussi des contributeurs financiers. Il peut aussi avoir, pourquoi pas, au besoin même des représentants de la fondation. Donc, c'est quelque chose de vraiment multipartie prenante, pardon, qui vont se retrouver au sein de la gouvernance pour peu que ça soit pertinent pour eux et ensuite se distribuer sur les différents cercles, à la fois les cercles support qui sont des cercles qui sont un peu systématiques, qui sont là pour vraiment faciliter la mayonnaise, notamment l'animation, bien tout ce qui est richesse humaine, administration, modération, facilitation, médiation aux besoins, puisque dans une logique de gouvernance partagée, il faut aussi offrir un certain cadre qui va faciliter cette gouvernance. Et au-delà, il y a ce qu'on a appelé les hiboux, c'est-à-dire les sages en fait, qui ne sont pas dans le projet, mais qui peuvent être sollicités au besoin en cas de conflit insoluble. Pardon.
Donc voilà au niveau opérationnel. Et sinon, il y a surtout ce qu'on appelle les work packages, c'est-à-dire des ensembles de tâches qui ont leur cohérence et sur lesquelles les différents contributeurs vont pouvoir se répartir en fonction de leurs affinités, leurs intérêts, leurs compétences. Donc cette approche permet en fait de relier les différents projets en réseau ou voire en écosystème. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça permet par exemple d'avoir différents projets qui sont à différentes étapes d'une filière technologique et en fait d'avoir des personnes qui naviguent entre ces différents projets et qui en facilitent le tissage pour en assurer la cohérence. Donc à travers cette approche de gouvernance ouverte donc, qui donne cette transparence et en même temps même un accès à une contribution réciproque, ce qu'on a appelé la pollinisation croisée, ça facilite vraiment cette intégration au-delà du projet dans des écosystèmes qui peuvent se former au sein de la communauté. Donc voilà un petit peu l'approche. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Timothée, si on peut passer à la suite. Ouais. Il y a Gauthier qui pose la question, est-ce qu'un projet est un work package? Alors un projet, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qu'on a représenté là à l'écran, donc qui est défini par ce qu'on appelait les racines, qui définissent l'identité du projet. Et les work packages, c'est les sous-sections de travail sur lesquelles les personnes vont se répartir en fonction de leurs compétences et leurs intérêts, et qui eux-mêmes sont des ensembles de tâches et de sous-tâches. Donc, il y a tous ces niveaux-là qui vont être en fait définis au niveau de la plateforme de manière transparente, de manière archivée, etc. C'est toute une information aussi qui est accessible et qui peut être capitalisée à la fois pour les projets eux-mêmes, mais aussi pour je dirais la structure facilitatrice qui a donc l'ensemble de ces informations comme une capitalisation comme un commun. Donc, au-delà de la production du livrable, il y a aussi tout le processus qui facilite aussi ce qu'on appelle une compostabilité des projets. C'est-à-dire qu'on peut récupérer, recycler les éléments pour d'autres choses plus tard, puisqu'on a accès à tout l'historique, les grandes décisions, etc., comment ça a été structuré, comment ça a été pensé sur la plateforme. Super. Ok, bah nickel. Tu voulais rajouter quelque chose, Yann, ou c'est bon au niveau gouvernance? Je crois que c'est bon pour l'instant. Là, j'ai rien qui me vient sur le. Ok. Il y a des questions qui arrivent, mais je pense qu'on répondra aux questions. Posez vos questions sur la fonctionnalité. Là, il y a une fonctionnalité. J'ai juste vu passer qui assure les fonctions support. Donc, en fait, justement, l'idée, c'est de pouvoir accéder aussi à des viviers de ressources, ou des pools, on appelle ça, je crois aussi en bon français. C'est-à-dire qu'associé à la communauté, il y a des gens qui seront peut-être spécialisés comme facilitateurs, comme modérateurs, comme, je ne sais pas, plutôt dans ce qu'on appelle les ressources humaines, on appelle ça plutôt les richesses humaines, ou dans l'administratif, etc., ou la gestion de projet, l'animation, enfin bref, tout ce genre de choses-là, en fait, il peut y avoir des gens qui ont des compétences et qui se présentent en tant que tels au sein de la communauté, et les porteurs de projets ou ce qu'on appelait les jardiniers, c'est-à-dire ceux qui sont là pour réaliser leurs projets spécifiques, peuvent aller chercher ces compétences dans ces différents pools pour les aider à accomplir leur mission quelque part. Donc, ils ont accès à des viviers qui sont disponibles directement à travers la plateforme. Ok. Je propose de passer. On va passer à la phase démonstration. Donc, on a effectivement. Peut-être que je peux juste encore répondre à une question. Là, je viens de voir dans le chat. Oui. Donc, si je comprends bien, un projet n'est jamais individuel dans sa gouvernance. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est que là, bon, on a simplifié, on a présenté le modèle, je dirais, de base qu'on souhaite promouvoir. Mais on a réalisé dans les différents feedbacks que nous ont donné différents porteurs de projets dans l'open source, on a besoin en fait d'être plus générique que cela et puis de donner aux personnes sources qui sont à l'origine d'un projet la possibilité aussi de définir des éléments qu'ils veulent garder sous leur propre autorité. Par exemple, ça peut être tout ce qui concerne l'identité même du projet ou ce qui concerne la marque, etc. Il y a un certain nombre d'éléments. On pourra leur donner cette flexibilité de choisir qu'est-ce qu'ils veulent ouvrir et qu'est-ce qu'ils veulent garder. Et tout ça, ça sera mis de manière transparente, ce qui permettra aux futurs contributeurs de se positionner. Est-ce que c'est une façon de fonctionner qui me convient ou pas? Parce que j'ai plutôt envie de jouer avec d'autres personnes qui ont des règles qui sont plus proches de ma sensibilité ou
ou des modes opératoires qui me conviennent. Voilà, c'était juste ça à ajouter. Ok, super, merci Yann. On va passer à la phase démo et puis ensuite on pourra passer aux questions-réponses. Donc je vous propose de poser vos questions là sur l'application questions-réponses. Alors, pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Hop là. Yann, tu peux me confirmer là qu'on voit l'écran? Oui. Ok. Oui. Voilà. Donc on est ici sur un exemple. Donc par exemple, on est sur une fondation qui hébergerait différents projets. Donc c'est la page d'accueil des projets. Donc on est un petit peu dans l'esprit crowdfunding, crowdsourcing à la base au départ. Mais on va aller un petit peu plus loin dans notre approche. Voilà. Donc j'ai vu passer aussi une remarque d'une personne qui parlait de Kickstarter. Effectivement, ça se rapproche de ça, mais on va montrer un petit peu en quoi on va faire les choses un petit peu de façon différente. Donc, je prends l'exemple du projet Place Libre qu'on est en train de développer. Donc, on a ici des informations sur le business plan. Donc, par exemple, les racines. Donc, on a vu l'intention, la vision, la mission, l'ambition, le rôle, etc. On a le plan stratégique avec tout ce qui va avec pour faire un business plan. On a les contributeurs qui sont déjà actifs dans le projet. Nous avons les cercles, donc cercle RH avec son rôle, ses accords de gouvernance, les personnes qui ont été élues, le cercle animation, le cercle admin, le cercle modération, etc. Et puis, on va rentrer un petit peu dans le cœur de la solution, donc les work packages. Donc, les work packages, comment ça se passe concrètement? Eh bien, il y a donc cette équipe de contributeurs qui vont, bon, déjà, on va dire, j'appelle ça l'arrière-cuisine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, tout ne se passe pas dans le software. C'est important de le dire parce que on est quand même, on va dire, sur des équipes qui peuvent être des petites équipes de l'ordre de quelques personnes, mais ça peut être aussi des équipes d'une centaine de personnes. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable, surtout sur des gros projets. Donc, on a besoin d'avoir une co-construction collective de ces work packages. Donc là, on a par exemple une proposition de work package qui s'appelle le work package 1, plateforme, développement de la plateforme, avec donc une possibilité ici de noter, donc de rouge à vert. On va pouvoir en fait donner une appréciation. Donc rouge, ça va être défavorable. Je suis défavorable à cette proposition, à ce scope. Donc au périmètre de ce work package qui décrit ainsi, jusqu'à vert, donc qui est opale, très favorable. Voilà. Et puis donc une sorte de vote, si on veut, c'est une appréciation, une évaluation, va permettre de calculer une énergie de soutien. Donc l'énergie de soutien, en fait, c'est ce 81% qu'on voit ici. Donc quand je clique dessus, on a ici le détail des évaluations et on a des commentaires. Donc les commentaires, c'est quoi? C'est des bonifications. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir bonifier, dire ça, je trouve ça bien, ça, on pourrait faire autrement, peut-être qu'on pourrait combiner ça avec ça, etc. Voilà. On a deux évaluations. On a l'évaluation du scope, donc du contenu proposé. Et puis, on a une évaluation du budget. Donc là, pareil, on a aussi le détail des votes.
et les commentaires qui vont avec. Maintenant, si je rentre dans la proposition elle-même, donc on a une description avec, pourquoi pas, un lien d'un document pour être plus complet. Un animateur du Work Package, donc qui a été élu par les contributeurs, et une liste de tâches. Donc là, on rentre dans la structure du projet. Donc on a par exemple cahier des charges. On a estimé que cahier des charges, pour développer cahier des charges, il faut 155 heures, ce qui représente un budget de 9300 fleurs. Donc on introduit une monnaie interne au projet, qui sont par exemple les fleurs. On a ici le nombre de fleurs qui a déjà été alloué pour cette tâche-là, et le nombre d'euros. Donc les euros, en fait, c'est ce qui a été payé réellement sur le compte d'un contributeur. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous donner un petit peu une idée de l'esprit qu'il y a derrière tout ça. Voilà, donc dans ce Work Package, on a effectivement des contributeurs, on a des tâches. Donc là, on retrouve la tâche maquette design, donc design de la maquette. On a le même système d'évaluation. On a, donc si maintenant je rentre dans le détail de cette tâche, on a des sous-tâches. Donc c'est la même logique, hein. On a une description, etc. Et on a quelque chose de nouveau, ce sont les jobs. Donc les jobs, en fait, ce sont dans le cadre de ces tâches qui ont été on va dire décidées, ou c'est un cadre en fait qui a été décidé par la communauté. On va pouvoir proposer un job. Donc par exemple, dans cette tâche-là, moi je vais dire je vais faire une partie de la sous-tâche numéro 1 et une partie de la sous-tâche numéro 4. Donc, je vais par exemple faire l'écriture du cahier des charges UX et puis réaliser la maquette sous Figma, par exemple. Donc, je vais proposer un job. Donc, je clique sur l'onglet Job qui est ici. Et on a ici, en fait, tous les états d'un job, en fait. Donc, un job, c'est quoi? Si je clique dessus, en fait, c'est un engagement qui est fait sur une tâche. Donc, j'ai dit, OK, moi, je m'engage, en fait, à faire tel job, telle tâche, telle sous-tâche, et j'estime être rémunéré. Donc, c'est une auto-évaluation préalable du montant que je souhaite recevoir pour cette tâche. Une fois que c'est fait, il y a pareil, de la même façon, une évaluation qui est faite par les pairs. Donc, il y a une énergie de soutien qui est là, qui permet en fait de mesurer est-ce que, la proposition de mon job, est-ce qu'elle rentre en résonance chez les autres ou pas, en termes de contenu et en termes de rémunération. Une fois que c'est fait, je m'engage, donc j'appuie sur Commit. Et puis, je passe donc à l'étape suivante, qui est la préallocation. Donc, la préallocation, ça va être en fait le fait de, une fois que la tâche a été réalisée, je souhaite recevoir en fait la somme que j'avais prévue, que j'avais annoncée. Voilà. Donc, je préalloue la somme. Je vais pas dans le détail, mais pour aller un petit peu plus vite. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est préalloué, il y a une étape en fait où les pairs ont accès à cette préallocation comme information. Dire voilà, par exemple, moi je veux recevoir pour cette tâche-là
1000 fleurs, donc ce qui correspond à 1000 euros. Hein. Donc, pour faire cela, les gens, donc les pairs, les collègues, les autres contributeurs vont pouvoir évaluer cette préallocation en fonction aussi de ce que la personne a livré. Donc, il y a aussi une adéquation qui est faite entre ce que j'avais annoncé comme ce que je m'étais, enfin, mon engagement initial, ce que j'ai vraiment fait et ce que je souhaite m'attribuer comme somme. Donc, je la loue. Si l'énergie de soutien est assez important, je vais pouvoir allouer. Donc, en fait, on met en place ce qu'on appelle dans les entreprises Opal, on met en place le processus de sollicitation d'avis. Donc, cette évaluation, en fait, c'est demander l'avis aux autres avant de prendre la décision. Mais la décision finale me revient de toute façon. Même si j'ai une mauvaise note, entre guillemets, ou un mauvais soutien, c'est à moi de prendre la décision de m'allouer ou pas cet argent. Sachant que, voilà, ensuite, il y a quand même un garde-fou où on peut, dans l'espace de 6 jours ou 7 jours, on peut signaler un abus. Donc, ce qui permet d'avoir quand même un garde-fou. Une personne qui voudrait s'allouer, mettons, 10 000 euros, alors que finalement, ça vaut en gros 1 000 euros, il y a quand même un garde-fou qui permet d'éviter ce genre de cas. Sachant que toute cette mécanique est basée sur la confiance et sur une certaine pression sociale. C'est-à-dire que si je suis le seul à, comment dire, à m'allouer une somme plus importante que ce que d'autres auraient pu avoir, forcément, dans l'équipe, ça va moins bien se passer. Donc, on a une certaine autorégulation des rémunérations ou des allocations qu'on se fait soi-même. J'espère que mes explications sont à peu près claires. Bon. Voilà, donc une fois que c'est alloué, on est dans l'état vert. Et ensuite, il y a le paiement. Donc ça, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là sur la présentation. Et puis, on va passer aux questions, s'il y en a. Yann, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette présentation de la maquette? Ouais, très brièvement, en fait, donc par rapport à ces auto-allocations, il y a aussi l'idée d'avoir des repères. C'est qu'il y aura des usages en fonction des corps de métier, etc. Donc, les gens vont se mettre d'accord sur des repères, sur des standards quelque part, qui vont permettre aux contributeurs de dire, bah, tiens, voilà ce qui est typiquement considéré comme équitable dans mon corps de métier, tenant compte de mon expérience, etc. Mais encore une fois, l'idée, c'est que les personnes se responsabilisent, sont les mieux à même de juger et d'évaluer en fait leurs propres compétences et la valeur de leur travail. Mais qu'il y a à la fois ces repères et ces feedbacks des pairs qui donnent quelque chose d'une forme d'autorégulation qui en même temps reste libérante, puisqu'elle responsabilise chacun, je dirais, dans ses choix. Et ça crée vraiment une dynamique humaine différente et intéressante. Et qui favorise justement cette logique de coopération ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a une autorité qui va dire, voilà, tu dois faire comme ça, comme ci, comme ça. Du coup, ça aide les contributeurs à mobiliser, gérer leur créativité, leur passion, etc. Et les responsabiliser à se sentir pleinement acteurs dans les projets, quoi. Et donc voilà, c'était simplement ce petit détail. Ça marche. Merci Yann d'avoir précisé cela. Donc, il y a une question. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, on passe en phase questions. Donc, mettez-les plutôt dans les questions-réponses là. Donc, il y a, je regarde la première. Gauthier qui pose la question pour un total de 100%. Je vois pas le contexte. Ouais, ça, j'ai déjà répondu en fait à une question similaire. C'était par rapport au budget.
par rapport au chiffre qui correspond, enfin au nombre qui correspondent Ok, à l'énergie de soutien. ok. Comment se passe l'accès d'un contributeur à un work package? Alors, Et ça, je veux bien répondre si Ouais, c'est pas clair pour toi la question. vas-y, vas-y. En fait, donc c'est toujours le même principe, hein. Donc c'est cette logique qui a des espèces de membranes, mais des membranes d'autorégulation. Donc justement, d'abord il y a ce cercle support qu'on a appelé richesse humaine, qui va être un premier contact pour les contributeurs externes au projet, qui vont permettre d'orienter en fait les contributeurs potentiels en leur donnant un peu une idée synoptique de la situation, des besoins, etc. Et de voir un peu quelles pourraient être les adéquations entre leurs compétences et les besoins du projet. Et ensuite, sur cette base, les contributeurs potentiels vont très librement aller voir là où en fait où ça éveille de l'intérêt pour eux d'apporter leur contribution. Et donc, ils vont proposer quelque part simplement de participer à un work package, à une tâche, à une sous-tâche, etc. Donc, à différents endroits où ils se sentent compétents et où ils ont envie d'apporter quelque chose. Et ensuite, il y aura ce processus que Timothée a montré dans la maquette de sollicitation d'avis qui peut se faire soit à travers la plateforme, soit de manière beaucoup plus informelle, notamment pour les petites équipes. Ça peut se faire par visio, ça peut se faire par rencontre, etc. On va simplement proposer quelque part notre offre de service et voir un petit peu comment c'est reçu par les pairs, et en particulier par l'animateur aussi, qui lui a la responsabilité d'assurer la cohérence et l'unicité et l'avancée de sa partie, de son périmètre, en sachant que l'animateur, ce n'est pas un manager, hein, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il est vraiment juste là au soutien, mais c'est l'équipe qui décide, et c'est qu'en cas de conflit dans l'équipe insoluble que l'animateur peut trancher. Petite parenthèse, mais qui me semblait importante. Et donc, il y a cette logique de pouvoir participer, d'écouter comment notre proposition est reçue par cette logique de sollicitation d'avis, et ensuite de prendre en toute autonomie une décision qui nous semble la plus juste par rapport à cela. Et si vraiment cette décision s'avère générer des conflits, il y a le cercle justement de médiation, facilitation, etc., qui peut être sollicité pour aider à la résolution des conflits. Et encore une fois, si ces conflits ne sont pas résolus, il y a l'animateur qui peut trancher. Et si la décision de l'animateur n'a pas convenu à des pairs, alors on peut en dernière instance solliciter les hiboux, là, le conseil des sages, qui va pouvoir soit trancher, soit éventuellement suggérer par exemple un vote. Et typiquement un vote qui peut se faire pondérer par le nombre de fleurs qu'on a dans le projet. Donc un vote pondéré par notre engagement dans le projet. Voilà. Okay. Il y a d'autres questions super intéressantes qui nous attendent. Alors, question suivante. Quelle est l'approche légale au niveau de la création du token Flowers? Alors, cela sera-t-il réglementé avec l'AMF par exemple? Alors, a priori, on n'a pas creusé la question à ce niveau-là, mais a priori, il n'y aura pas besoin de ça. Puisque c'est un token qui est interne à la structure. Donc, ce n'est pas un token qui est, comment dire, voué à être comment dire, échangé sur le marché. Donc, c'est quelque chose d'interne. Après, je pense qu'il serait quand même intéressant de creuser la question si on veut ouvrir ce token vers l'extérieur. Tu voulais répondre plus dans le détail, Yann, à cette question? Non, je crois pas. Enfin, il y a aussi cette idée que ce token-là, il sert à valoriser toutes les contributions, y compris bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée-là, puisque en cas de conflit dans la gouvernance, ça compte le nombre de tokens qu'on a. Donc, c'est une façon aussi de pondérer les contributions et donc le poids dans la gouvernance si on n'arrive pas à décider par consentement. Donc, il y a cette dimension-là. Et ça permet justement aussi pour des contributions bénévoles, donc qui ne sont pas prévues d'être rémunérées, de les récompenser éventuellement après coup s'il y a des afflux financiers a posteriori qui arrivent et qu'il y a une légitimité, disons, ou une envie simplement d'utiliser cet argent pour récompenser des contributions qui sont remarquables. Voilà. Super. Question suivante. Comment faire partie du pool de facilitateurs RH et se faire connaître auprès des porteurs de projets? Est-ce que c'est prévu de faciliter à distance et ou en présentiel? Yann?
Alors, en tout cas, la deuxième partie, de toute façon, ça dépendra un petit peu de chaque projet, mais l'idée, c'est quand même de faciliter des projets plutôt à distance, ou en tout cas qui ont les deux possibilités, sachant qu'on va être dans une logique de collaboration ouverte, donc quelque chose de très fluide, où les contributeurs peuvent participer à plusieurs projets simultanément, y compris même à des projets qui sont en apparence en concurrence, dans le sens où c'est des stratégies alternatives pour arriver, pourquoi pas, à un but similaire. Donc, il y a cette logique de pouvoir vraiment être fluide et de placer les gens au besoin sur différents projets. Et ça, c'est possible qu'à travers une logique de travail à distance. On ne peut pas voilà, déplacer les gens comme ça facilement d'une ville à l'autre, d'une heure à l'autre. Donc, effectivement, la facilitation, il y aura certainement pas mal de réunions qui pourront se faire également à distance. Il y a peut-être des projets qui se feront entièrement même à travers la plateforme, à travers les visios, etc. Et donc, dans ce cas de figure, c'est clair que l'aspect facilitation pourra se faire aussi de cette même manière. Ensuite, comment faire partie du pool des facilitateurs? Je dirais qu'on n'a pas vraiment encore réfléchi à cette question. Mais l'idée, c'est que sur la plateforme, il y aura justement un espace qui permettra de s'enregistrer en tant que facilitateur. Il y aura peut-être des feedbacks de réputation. On pourra peut-être gagner des points de réputation à travers notre engagement dans les différents projets. On pourra définir aussi notre degré de disponibilité, voilà, le temps qu'on a à disposition, ou les horaires, j'en sais rien. On n'a pas encore été dans les détails pour ça, qui permettront aussi après aux porteurs de projets de faire une sélection de ce qui leur semble pertinent pour eux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un petit peu l'idée. Merci Yann. Alors une question super intéressante et hyper cruciale de Samir. Tu parlais au début de financement de l'ordre d'1 million. Une startup classique dans le modèle capitaliste est capable de lever des millions d'euros parce que les investisseurs ont clairement un retour sur investissement. Comment ce modèle peut attirer des investisseurs capables de mettre des millions sur la table? Comment ça peut vraiment décoller, sachant que ça fait un bail, qu'on a des fondations, des mécènes, etc. J'ai rarement vu des investisseurs de l'ordre d'1 million pour des structures de type ESS, sans action. Alors, Yann, tu veux répondre ou tu me laisses là? Moi, je te laisse la patate chaude. Alors, c'est justement l'intérêt de l'économie de la contribution. C'est quoi? C'est de rencontrer des personnes, morales ou physiques, hein, qui soient intéressées par la technologie. Donc, on a des conventions d'affaires. On réfléchit non pas sur, c'est pas forcément du mécénat classique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont intérêt et qui voient l'intérêt d'un point de vue philanthropique ou pas. Voilà, ça peut être aussi parce qu'ils ont envie parce que ça colle bien avec leur modèle d'affaires actuel. Donc, par exemple, si on développe une voiture et qu'on a besoin de 100 millions d'euros pour développer la technologie d'une voiture à hydrogène, par exemple, c'est juste un exemple. Comment trouver 100 millions d'euros pour développer une technologie open source? Bon, c'est assez simple. Enfin, assez simple. C'est du cas par cas parce qu'à chaque fois, on va créer donc en phase chrysalide, donc cette mayonnaise entre différents acteurs et créer le consortium. Si vous voulez participer et être acteur en tant qu'industriel, par exemple, hein, être être à l'avant-garde en fait de ces développements. Je pense que l'open source est quelque chose qui va prendre une ampleur énorme dans les années à venir, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc c'est vraiment une logique de, enfin ça peut être du mécénat, mais c'est pas forcément que du mécénat. On est vraiment dans une logique de convention d'affaires. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question. Cette question-là, elle est vraiment cruciale de comprendre que quand on est dans la logique de l'économie de la contribution, on arrive, en fait, le but du jeu, c'est de mettre autour d'une table
différents acteurs qui auront intérêt à ce que cette technologie-là émerge. Donc nous, en fait, on est dans la même logique, hein. Avec Yann, là, nous, on va chercher environ 400 000 € pour développer cette technologie. Bon. Sachant qu'on va s'appuyer sur différentes briques technologiques qui existent déjà. Donc, on est en train d'explorer ça, voir sur quoi on peut s'appuyer. Mais ce qu'on estime à peu près, c'est on va avoir besoin d'à peu près 400 000 €. Donc, comment est-ce qu'on va trouver ça? On va mettre les personnes intéressées autour d'une table. Donc, ça va être des fondations qui vont donc être utilisateurs de la plateforme. Ça va être des institutions, donc pourquoi pas au niveau des services publics qui peuvent avoir besoin de ça. Ça peut être des incubateurs. Ça peut être des groupements de porteurs de projets qui ont intérêt à voir cette chose émerger. Ça peut être effectivement des philanthropes, voilà, tout simplement. Et ça peut être aussi des porteurs de projets qui vont soutenir soit financièrement, soit par leur contribution au projet. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question éminemment centrale, Yann? Ouais, enfin, je crois que tu as assez bien répondu. Je pense que l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas effectivement que du financement, c'est plutôt de la mutualisation de financement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des parties prenantes qui sont intéressées à cette technologie et qui sont intéressées peut-être à se positionner en pôle position dans cette technologie et qui, du coup, vont mutualiser une recherche et un développement. Et donc, mutualiser les coûts à la fois entre des acteurs qui peuvent être des acteurs privés qui souhaitent ensemble former un consortium, mais aussi que vu que la technologie est offerte dans les communs, ça peut aussi impliquer un partenariat public-privé, puisque non seulement le privé, lui, son intérêt, c'est de se trouver en pole position, mais comme il est forcé d'en faire un commun, c'est quelque part un service à tous qui est offert. Et du coup, ça justifie en fait un financement mixte et un partenariat privé-public. Donc, on pense que c'est un positionnement qui est intéressant, parce que ça met vraiment en synergie des acteurs différents autour de ces projets-là. Donc, on a l'espoir que c'est une raison suffisante en fait pour motiver des partenaires à lever des fonds, et notamment dans le fait que l'intérêt de cette démarche, c'est qu'ils auront accès en fait à tout un pool de passionnés qui ne seraient pas mobilisables dans le cadre d'une entreprise, je dirais, de capitalistique classique, parce que ce n'est pas leur sensibilité, ce n'est pas leur façon de travailler. Ils ont envie d'être autonomes, ils ont envie de faire des choses qui soient porteurs de sens, et qui veut dire aussi qu'il y a une dimension de service au bien commun. Et ces acteurs-là, en fait, à travers cette plateforme, vont être mobilisables pour mettre en synergie toute cette intelligence, cette intelligence collective, peut-être au-delà de ce qui peut se faire derrière des murs clos, à travers vraiment une collaboration ouverte et d'un vivier planétaire de compétences qui peut se mettre autour de ces communs-là. Donc, on estime que ça peut être aussi un positionnement intéressant, paradoxalement, en termes de logique concurrentielle pour les entreprises relativement classiques dans leur fonctionnement, qui sont dans une logique de marché, de positionnement de marché, vis-à-vis de leurs concurrents à eux. Donc, c'est toute cette logique en fait, de mise en synergie du monde des communs et du monde du marché, en fait, qui est en exploration à travers ce qu'on a appelé l'économie, ce qui a été appelé l'économie de la contribution. Merci Yann. Question suivante. Quel horizon temporel ou quelle feuille de route pour le projet? La mise à disposition d'une version bêta de la plateforme. Alors, je vais passer à la dernière slide. Donc, on a, pardon. Nous avons donc finalisé. J'attends que l'écran, voilà, s'affiche. La modélisation est terminée. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer, hein. C'est-à-dire qu'on a une version bêta de la modélisation, hein. Donc, la deuxième étape, c'est prototyper les processus qu'on a designés avec des outils existants.
Donc là, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire la chose pour avoir une preuve de concept de notre approche avec des outils existants, donc c'est-à-dire avec des logiciels libres, si possible, gratuits, où on va pouvoir héberger des projets, lancer des projets, collaborer sur des projets et prototyper tout ça. Voilà. Une fois qu'on aura ces outils de communication qui doivent satisfaire un certain niveau d'exigence, je dirais, on va ouvrir la gouvernance de façon beaucoup plus large à ce projet-là. Mais en fait, c'est un petit peu, comment dire, contraint par rapport aux performances des outils numériques qu'on va mettre en place. Parce que si on se retrouve à 5, 10, 20, 30 personnes sur le projet, il va falloir qu'on puisse organiser tout ce que l'on a conceptualisé. Donc, il faut que d'un point de vue technique, ce soit déjà bien en place. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite ouvrir la gouvernance, forcément en gouvernance partagée et en gouvernance ouverte, le plus rapidement possible. Mais il y a cette contrainte technique qu'il va falloir résoudre dans la prochaine étape. Et puis, une fois que c'est fait, le montage du consortium, donc phase chrysalide du projet. Donc, faire prendre la mayonnaise, rencontrer les acteurs, donc produire des documents de présentation qui soient plus professionnels, peut-être une animation qui présente le projet. Et promouvoir le projet pour obtenir des fonds auprès de différents acteurs. Voilà. Yann, tu interviens si tu veux. Non, pas de souci. Ça marche. Question suivante. Attends, il n'y avait pas de question sur les 1 euro, une fleur 1 euro? Oui, j'ai répondu à quelques questions par écrit en fait. Ah d'accord, je trouvais ça intéressant. Tu veux pas qu'on en parle? Si tu veux, mais on a plus ou moins déjà répondu, hein. Ok, d'accord. Euh, D'accord. il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on peut les laisser lire et puis passer aux autres. Ouais, ok. Ouais, donc les gens, oui, c'est vrai, les gens ont accès aux réponses, donc c'est parfait. J'ai pas vu. Ok. Quel horizon temporel? Non, ça j'en ai vu. Qu'est-ce qui empêche un acteur industriel, par exemple Total, de récupérer puis breveter ce qui aura été fait de manière libre? Ça marche par exemple pour la technologie hydrogène. Il va bien falloir qu'ils se reconvertissent dans ce qui rapporte. Alors, il y a ce qu'on appelle une licence. Donc, une licence, quand on publie une technologie, déjà, le fait de publier dans un journal officiel, ça vous empêche de déposer un brevet, par exemple. Ensuite, il y a la licence on peut donc nommer la CC by SA pour tout ce qui est contenu, et puis la GNU GPL ou AGPL pour tout ce qui est software. Donc ça déjà, c'est comment dire, une protection pour que le bien commun, enfin que le commun informationnel, la technologie, reste bien dans le domaine public. Voilà. Donc un industriel ne pourra pas breveter quelque chose qui a été publié déjà. Et encore moins quelque chose qui a été mis sous licence GNU, GPL ou autre. La confiance, autre question de Samir, la confiance, la collaboration ouverte, c'est joli, mais dans la réalité, et autant dans l'open source qu'ailleurs, il y a des guerres internes et des attaques. Quid des attaques civiles sur la plateforme? Qu'est-ce qui m'empêcherait de créer des coalitions ou des fausses identités pour m'auto-soutenir de façon à remporter le job? Alors, le job,
en fait, il y a ce qu'on appelle l'arrière-cuisine, hein, qui est pas présente sur la plateforme. C'est-à-dire que si, mettons, on est une dizaine de personnes contributeurs inscrits sur une tâche, par exemple, tout ne va pas tout ne va pas se faire par la plateforme. Il existe par exemple des solutions. Il y a le projet Colony par exemple, qui est un projet de DAO qui marche par blockchain. Donc nous, on n'a pas besoin de la blockchain en fait, parce qu'il y a cette arrière-cuisine qui fait en sorte que les gens se connaissent à minima ou ont échangé à minima sur leur positionnement. Donc, on va dire que, comment dire, la plateforme permet de formaliser certaines choses, mais tout ne se fait pas, tout ne se fait pas sur la plateforme. Voilà. Donc, il ne sera pas possible déjà d'avoir des fausses identités, parce qu'on va savoir qui est inscrit à quel nom. Et remporter le job, en fait, Yann, je te laisse peut-être répondre un peu plus sur cette question-là, si tu veux. Je ne sais pas ce que tu as en tête. Non, vas-y. Non, 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 mais remporter le job, en fait, la décision, en fait, elle est prise de façon autodidacte. C'est-à-dire qu'il y a il y a une évaluation qui est faite de la part des pairs, mais la décision de remporter le job ou pas se fait en arrière-cuisine, mais ensuite, sur la plateforme, en fait, rien ne t'empêche de faire le job, en fait. Voilà. Ouais, je crois ce qu'on veut dire, en fait, c'est que là, on n'est pas justement dans une logique où on est candidat, il y a quelqu'un d'autre qui doit décider pour nous si on a le job ou pas, puisque les personnes décident de manière autonome. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, s'il y a plusieurs personnes qui veulent prendre un même job? Dans ce cas-là, ben, soit il y a la politesse de laisser le premier qui l'a pris, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus pertinent. Donc, on peut très bien soit partager la tâche en deux sous-tâches et donc faire des jobs complémentaires. C'est un cas de figure et ça peut se régler avec l'équipe et notamment avec l'animateur qui a justement cette vision d'ensemble par rapport à son périmètre de fonction, qui va donc pouvoir voir comment les différentes compétences ou les affinités, les personnalités, etc., comment on peut faire prendre la mayonnaise pour que tout ça se fasse une belle synergie et que ça serve l'avancement du projet. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et en cas de conflit, ben, on a justement ce cercle support de médiation, de facilitation, qui peut être sollicité pour, je dirais justement, fluidifier ces rapports et quelque part à la fois permettre cette ouverture et en même temps qu'il y ait quand même une harmonie et une efficacité. Ouais. Okay. Merci Yann pour ce complément. Gauthier demande, elle cartonne votre idée, ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Alors, bien sûr qu'il y a des équivalents, enfin, il y a des choses similaires, hein, et, on n'est pas les seuls à penser à ces choses-là. J'avais cité le projet Colony, hein, qui est vraiment basé sur la blockchain, donc qui est, de notre point de vue, assez mécaniste. Donc, on est plutôt partisan d'un système plus humain, en fait. Donc, effectivement, il existe des projets similaires, équivalents, je ne sais pas, mais avoir en fait l'ensemble du parcours de l'émergence jusqu'à la NetUp en se positionnant sur l'open source avec une gouvernance partagée et ouverte. Tu me contrediras, Yann, si je me trompe, mais pour l'instant, on n'a pas vu de projet qui aille vraiment dans ce sens-là avec toutes ces facettes-là. Non, je ne crois pas non plus. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'original. Voilà. Ouais. Okay. Anne demande quelle ingénierie en droit français? Alors, je n'arrive pas à saisir la question. Yann, tu comprends la question? Non, moi non plus. Donc peut-être que si Anne peut préciser quelque part dans le chat ce qu'elle veut dire par là. Ouais. En attendant, peut-être qu'on peut prendre la prochaine. Est-ce que Euh, c'est…
Une Est-ce une plateforme. plateforme francophone ou internationale? Elle sera internationale, bien sûr. En fait, ce En- qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un outil et que ça dépendra un petit peu des ce qu'on a appelé les tiers de confiance ou les structures hautes, c'est-à-dire hôtesses, si ça sera international ou national ou local pour elles, en fait. C'est-à-dire que nous, on offre l'outil de manière internationale. Ah, problème de connexion. Je suis reconnecté là. Donc, oui, donc, nous, on offre l'outil de manière internationale. Donc, il y aura certainement une version anglophone. Mais ensuite, au niveau des communautés, ça dépendra vraiment du périmètre d'activité des différentes fondations, institutions, etc. Hmm. Autre question, l'animateur, c'est le porteur de projet? Pas forcément, ça peut, mais ce sont deux rôles différents. Le porteur de projet, lui, il peut être l'initiateur, il va être la personne source, mais c'est pas forcément l'animateur. Ça peut l'être, mais ça dépend s'il va être élu ou pas, ou se sentir bien dans ce rôle-là. On peut être porteur de projet et pas forcément, enfin, se sentir forcément appelé à être animateur. Benoît pose la question, la conception de votre service processus est-elle basée sur des expériences de projets ouverts? Si oui, sur quelles ressources avez-vous documenté des modalités de réciprocité et de rétribution des contributions? Yann, tu veux répondre? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de la question. Ok, bah, d'accord. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que bah, forcément, les communs, ensuite, ils sont à disposition de tout le monde, donc gratuitement. Ouais. Puisque le business model, c'est à la fois en amont par soit par le mécénat, soit par les consortiums à travers des sponsors qui mutualisent les coûts de développement, ou à travers les services, c'est-à-dire que les personnes qui ont contribué au projet en fait deviennent les spécialistes de cette technologie ou de ces modalités, de ces méthodologies. Et du coup, ils sont en bonne position sur les marchés pour se positionner sous forme de prestataires de services qui tirent parti en fait de ce qui était constitué. Donc ça, c'est les deux, je dirais, moyens de se financer principaux. Et en plus de ça, on est en train d'explorer une sorte de troisième voie supplémentaire qui est une sorte de paiement, je dirais, de réciprocité, mais libre. Donc, à la libre volonté en fait des personnes qui tirent parti du commun et qui pourraient, par exemple, ne pas l'enrichir à travers du développement subséquent. Il y aurait en fait une invitation à travers une forme de charte, à travers quelque chose qui pourrait indiquer des montants indicatifs en fonction du type d'organisation, est-ce qu'elle est à but lucratif, etc., en fonction du chiffre d'affaires, qui pourrait dire voilà ce qu'on estime être équitable si vous avez envie d'apporter une, une contribution en fait de réciprocité à ce que vous avez reçu. Mais ce n'est pas obligatoire puisque le principe du livre justement c'est de ne pas mettre de barrière en fait à ce partage. Donc on n'est pas dans une logique de copy-faire, on est vraiment dans une logique de copyleft fort. C'est peut-être ce qui nous différencie de d'autres approches justement qui visent quelque part à compenser en fait le fait de recevoir quelque chose de commun par un paiement a posteriori. Hmm. Est-ce que tu veux compléter ça, Timothée? Non, mais ça me va, c'est bien, je trouve ça bien. Ouais, parfait. Du coup, la question de Anne qui précise donc quelle structure juridique pour porter cela? Pour porter, alors moi je dirais que pour porter ces projets, c'est porté par la structure hôte. Donc c'est l'hôte qui va être l'hôte, comment on appelle ça? L'hôte fiscal. Donc, par exemple, ça peut être une fondation, ça peut être une association, ça peut être, enfin, ça va dépendre de la structure accueillante en fait, qui va héberger les projets. Ça, c'est pour la partie projet open source, développement, R&D de la technologie. Ensuite, tout ce qui est NetUp, ça, c'est une autre question et je crois que ça, c'est en lien avec une question qui vient après.
Guillaume demande, il y aura la création d'une fondation place libre. D'autres structures juridiques complémentaires, SKIC, Scope, entreprise. Alors, oui, il y aura la création de Place Libre Service, donc qui sera une des NetUp qui aura différentes missions, dont l'hébergement effectivement de projets spécialisés en fait dans des projets, on va dire, éthiques et humanistes, open source copyleft fort. La structure, en fait, on est en réflexion sur justement sur cette structure Place Libre Service. On n'a pas encore statué. Est-ce que ce sera une fondation? Est-ce que ce sera une association? Est-ce que ce sera une SKIC? Mais a priori, ce sera. Enfin, on sait déjà, ce sera. On appliquera les mêmes concepts de gouvernance partagée, gouvernance ouverte, avec un nouveau modèle de la définition, enfin, passer en fait en mode entreprise opale, avec une réflexion sur les salaires, sur le profit généré, enfin bref, ce serait plutôt dans l'ordre, enfin, ça irait vers la SKIC ou la SCOP, mais on aimerait bien aller encore un peu plus loin. Et voilà, mais ce sont des choses en gestation, il n'y a rien de figé pour l'instant. Quel est le business model de la plateforme elle-même? Est-ce qu'elle aura toujours besoin de sponsors mécènes? Est-ce qu'elle s'auto-soutient à un certain moment? Alors, en fait, ça va se faire par différentes itérations. Donc, on a besoin pour exploiter commercialement, donc passer en phase NetUp, on a besoin d'un cœur technologique qui soit fonctionnel. Une fois que ce cœur technologique il est fonctionnel et qu'on a, on va dire, les fonctionnalités les plus importantes, on peut proposer un service. Donc, on peut, par exemple, voilà, pour les NetUp qui vont se mettre en place, elles pourront, elles, générer du chiffre d'affaires en utilisant cette technologie et en apportant des services. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un design économique qui soit pérenne. Hein. C'est vraiment ça l'objectif que nous, on a. Et de sortir, en fait, de proposer autre chose que le modèle libre qui a du mal à émerger parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Donc, on a vraiment ce souci d'avoir une logique vertueuse économique derrière tout ça. Et écosystémique aussi. Voilà. Il est 20h36. Donc, je vois d'autres des commentaires inspirants et qui motivent. Donc, c'est super inspirant et motivant en tout cas. Cela me motive à faire fructifier une idée d'outil, mais qu'on ne se sentirait pas de porter de bout en bout. Ça, j'ai pas suivi ce message, ce commentaire, mais voilà. Donc, on a écoulé les questions. Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finaliser? Non, bah écoute, il y avait juste une question par rapport à quelle structure, est-ce qu'il y aurait une fondation place libre ou une SCOP, SKIC, etc. SIC. Donc ça concerne en fait plutôt la partie service, a priori. Donc fondation, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre technologie et nous se mettre dans la posture de la fondation en tant que tiers de confiance et donc en tant que serveur, en tant aussi que gestionnaire de tous les flux financiers et en tant que partie prenante ayant une raison d'être sur laquelle vont devoir s'aligner les projets. Donc effectivement, il pourrait y avoir quelque chose sous la forme d'une fondation place libre, pourquoi pas. On n'est pas encore décidé à ce niveau-là. Et ensuite, il peut y avoir aussi une entreprise ou une scope, etc. Là aussi, on a encore à définir clairement en fait
le type de structure juridique qui va être le plus adapté au modèle de gouvernance que nous voulons mettre en œuvre, qui n'a pas forcément d'équivalent à notre connaissance dans les structures officielles existantes. Et donc pour héberger les services, en fait, les services de support, d'ingénierie, voire d'accompagnement, bien qu'on pourrait aussi solliciter des partenaires complètement externes, comme l'UDN par exemple, pour faciliter la gouvernance ou des choses comme ça. Voilà, sinon, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je suis un tout petit peu déçu, évidemment, d'avoir pas pu assister et contribuer à l'ensemble de la conférence, mais je suis sûr que tu t'en es bien sorti. Et puis, je trouvais que c'était une belle expérience. J'étais ravi de pouvoir commencer à partager voilà, avec tous ceux qui sont présents ce travail, cette exploration, et qui, encore une fois, a pour vocation d'être dans une optique de collaboration ouverte, évidemment. Donc là, on est encore dans cette phase vraiment initiale de modélisation, de mise en place. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir inviter aussi tous ceux qui souhaitent déjà commencer par apporter des feedbacks, etc., voire de contribuer de manière tout à fait significative en posture d'équivalence avec nous pour faire partie de l'équipe. Une fois qu'on aura un minimum, je dirais, mis en place les différents éléments qui nous permettent de bien fonctionner ensemble. Donc ça, c'est ces différents garde-fous qu'on a pu mentionner, comme le conseil des sages, un animateur, un groupe pour la médiation, voilà, un petit peu tous ces éléments de support qui vont nous aider à faire prendre la mayonnaise aussi dans une logique de collaboration ouverte. Oui. Bienvenue, en particulier, on aura besoin de développeurs aussi, clairement, donc on n'est pas des informaticiens, ni l'un ni l'autre, on est plutôt des conceptualisateurs. Des modélisateurs. Donc, c'est clair qu'on a aussi besoin de gens plus spécialisés aussi pour faire un benchmarking des éléments existants sur lesquels on pourra travailler et puis quelque part adapter le code pour satisfaire notre cahier des charges. Donc, on a pensé à Tulip, qui est en GPL et qui nous permettrait en fait d'accéder à quelque chose de très, très générique et de déjà bien réfléchi. S'il y a d'autres idées aussi de framework ou de choses qui sont pertinentes et qui sont dans une logique aussi de copyleft fort, ça c'est vraiment important. Eh bien, volontiers pour des pistes, des conseils. Voilà. Voilà, donc nous, voilà, il y a une dernière question sur. Donc, si quelqu'un d'autre veut reprendre votre outil design de site, etc., il pourra le faire, juste pour bien comprendre. Donc, oui, effectivement, nous, tout ce qu'on produit, c'est en CC by SA, donc c'est la licence. Donc, c'est en Creative Commons. Donc, il n'y a pas de souci pour reprendre tout ce qu'on a fait, le design, la présentation qu'on vous a faite, à condition de respecter la licence CC by SA. Et pour le software, quand il sera développé en GNU AGPL. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé et d'avoir été présents et d'avoir posé vos questions. Donc, c'est vraiment super d'avoir vos retours. Et si vous avez même encore d'autres retours, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous sentez un élan contributif aussi à vouloir vous engager un petit peu plus dans cette démarche-là, on sera tout à fait heureux de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Voilà. Merci à tous et Merci beaucoup. à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.